Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Cannes et ses alentours parce qu'on va découvrir ensemble les crashs de 3 bombardiers B-24 Liberator. Ce sont, comme le nom l'indique, des avions qui sont là pour larguer des bombes, des avions de plus de 30 tonnes. Donc, on est aujourd'hui en compagnie de monsieur Philippe Castellano, spécialiste des crashs et des histoires d'avions de la Seconde Guerre mondiale. Il est connu également pour avoir identifié l'avion de Saint-Exupéry et bien entendu auteur de ce magnifique ouvrage Liberator. On va le suivre aujourd'hui, nous raconter l'histoire du 25 mai 1944 où les bombardiers Liberator ont quitté l'Italie en direction de Givors, près de Lyon, pour bombarder une gare de triage. Et malheureusement, au cours de cette mission, 3 d'entre eux ne vont pas rentrer à leur base en Italie et ils vont se crasher ici, dans les environs de la ville de Cannes. Donc, c'est ce qu'on va découvrir immédiatement avec monsieur Castellano. C'est parti! En ce printemps 1944, une très forte intensification des bombardements sur l'Europe va se faire ressentir et ceci servira de prélude pour les futurs débarquements à venir du 6 juin et ensuite du 15 août 1944 sur le territoire français. Ces bombardements tactiques vont avoir un rôle bien précis à remplir, surtout d'un point de vue stratégique car il s'agira pour les Alliés d'amputer l'appareil défensif ennemi de ses capacités de transport de troupes et de ravitaillement sur les lignes de front en cours en Italie où, je vous le rappelle, les Alliés se battent déjà depuis le 9 septembre 1943. Les objectifs de ces missions seront la destruction des axes de communication tels que les ponts, les gares de triage, des réseaux de chemin de fer, mais aussi les aérodromes ennemis afin de s'assurer la maîtrise complète de l'espace aérien lors de ces attaques. Le nom de code donné pour cette campagne de bombardement sera The Transportation Plan. Nous sommes le jeudi 25 mai 1944, il est 3h du matin quand les équipages des bombardiers des B-24 Liberator, des 464 et 465e Bomber Group se réveillent pour préparer la mission qui les attend aujourd'hui. Juste pour eux, le temps de rassembler quelques affaires, déjeuner en groupe au réfectoire et faire ensuite un brin de toilette car ils sont tous attendus en salle de briefing pour 4h30. Leur objectif du jour va leur être annoncé et ce sera aujourd'hui le nœud ferroviaire et la gare de triage de Givors située seulement à 20 km au sud de Lyon. Cette mission a un rôle stratégique d'importance car elle doit couper l'alimentation en renfort humain et matériel pour les troupes stationnées dans le sud de la France, mais également pour celles dans le nord de l'Italie, toujours en proie à de violents combats en ce mois de mai 1944. Le briefing a le mérite d'être clair et il est désormais bien compris de tous. Pour accomplir leur objectif, chaque bombardier ne pourra emporter pour cette mission aujourd'hui que seulement 2 tonnes de sang de bombes de 226 kg chacune à cause des trop grandes distances à parcourir pour atteindre leur objectif. Ils vont tenter malgré tout d'être le plus efficace possible avec ces charges offensives qu'ils vont transporter. Ainsi, sur la base, tout le monde donne de son maximum, à commencer par les mécaniciens, les personnels d'entretien et autres armuriers qui ont travaillé durement toute la nuit avec souvent peu de moyens dans des conditions spartiates et donc très difficiles pour permettre à ces avions qu'ils puissent pleinement être opérationnels pour leur mission du jour. Avant de regagner leurs appareils, ils vont d'abord se changer et récupérer ainsi leur combinaison de vol, également leur May-West. Les navigateurs vont également récupérer leur plan de vol et ce sera pour tous le moment de se dessaisir de l'intégralité de leurs effets personnels qui permettraient à l'ennemi de les identifier très facilement en cas de chute en territoire hostile. Ils percevront avant le départ un kit d'exfiltration et de survie qui sera nominatif en cas de problème avec leur avion. Un temps de recueillement avec l'aumônier leur sera accordé pour une prière et une messe de protection pour
pour faire face aux multiples dangers auxquels ils vont sûrement être confrontés aujourd'hui. Désormais, ils sont prêts à rejoindre leurs appareils qui les attendent sur le tarmac. L'allumage des moteurs est prévu à 5h45. Nous sommes ici sur l'aérodrome américain de Gioia delle Colle, situé dans cette région des Pouilles italiennes. Et c'est ici que l'intégralité du 464e Bomber Group, composé de ces 4 squadrons qui sont le 776e, le 777e, 778e et enfin le 779e Bomber Squadron. Et ils font tous partie de la 55e Bomber Wings. Ils ont donc établi ici leur quartier pour frapper l'Europe occupée avec leurs bombes. Cette unité est établie dans un camp composé de tentes formant un petit village situé au nord-est des pistes de décollage. Ces appareils, engagés sur cette mission, vont rejoindre très prochainement en vol un autre groupe de Liberator. Ceux-ci appartiennent au 465e Bomber Group qui était basé non loin de là, à Pantanella. Pour cette mission, ne représentant pas de risque particulier, mais surtout compte tenu des très nombreux autres bombardements prévus au-dessus de l'Europe, aujourd'hui, nos appareils ne disposeront malheureusement pas d'escorte de chasseurs pour les protéger durant ce run. Il est désormais 6h30. L'ordre de décollage est donné et les 36 Liberators du 464e Bomber Group prennent leur envol à tour de rôle. Nos pilotes font leur dernier check de contrôle afin de vérifier leur plan de vol et également de se remémorer les consignes qui ont été données ce matin lors du briefing. Ils vont désormais rejoindre les 32 autres B-24 Liberator du 465e Bomber Group qui seront leur convoi de tête lors de cette mission. Ces deux groupes vont établir ensuite leur jonction au nord de la ville de Foggia et ils vont ensemble s'aligner sur leur cap respectif, direction Givor. Aujourd'hui, pour les hommes du 464e Bomber Group, c'est leur première mission aussi loin de leur base, infiltrée en territoire ennemi. Ils se trouveront dès lors à la limite opérationnelle de leur appareil car ils devront parcourir près de 1200 km de distance pour le trajet aller pour une autonomie maximum prévue sur les B-24H de 3300 km. Mais déjà, au cours des premières minutes de vol, ce moment qui permet aux appareils de se rassembler et de prendre leur place au sein de la formation de combat que l'on appelle un box, certaines défaillances matérielles vont survenir, principalement sur les systèmes hydrauliques des tourelles de combat, contraignant 3 Liberators à regagner immédiatement leur base. Ces appareils, victimes d'avaries techniques, étaient en train de se positionner à leur place attitrée en respectant l'altitude définie, ce qui constituait dans le ciel des formes géométriques que l'on appelle une position en diamant. Sa particularité était d'offrir le meilleur moyen de défense pour les mitrailleurs de bombardiers face aux attaques de la chasse ennemie. La feuille de route prévoit aujourd'hui plusieurs étapes entre villes et points géographiques remarquables à rallier afin que personne ne s'égare durant ce convoi. Au départ de l'aérodrome de Gioia, le premier point à atteindre sera le cap Circeo, suivi ensuite du cap Corse, puis ce sera la ville de Nice. Arrivé au-dessus des terres, le travail du navigateur se compliquera un peu plus afin de trouver des repères visuels et la direction à suivre sera la ville de Chambéry, suivi du lac du Bourget qui lui sera un petit peu plus facilement identifiable et ensuite ils commenceront tout doucement à entamer une courbe sur leur gauche qui les mènera au nord de la ville de Lyon. À cet instant, les officiers bombardiers vont pouvoir se tenir prêts car l'objectif Givor est en vue. Cela fait maintenant près de 4 heures que nos appareils volent sans encombre, si ce n'a été quelques rares tirs de flak ressentis juste au-dessus de la ville de Nice. Nos Liberators avancent à une vitesse d'environ 250 km/h de moyenne, propulsés par 4 moteurs Pratt & Whitney R1830-65 de 2x7 cylindres en étoile décalée pour une puissance d'environ 1200 chevaux chacun. Ils arrivent enfin sur leur objectif. Il est 12h50. Dès que les hommes se trouvaient en vol, et plus précisément à proximité des zones de combat, avec les risques très élevés d'être soit interceptés par la chasse allemande, soit d'être pris pour cible par les défenses anti-aériennes, à bord,
tout le monde devait s'équiper de son gilet anti-flaque et rejoindre également rapidement son poste de combat. L'altitude moyenne de ces missions de bombardement est d'environ 6000 mètres, ce qui en rend la précision assez aléatoire malgré la plus grande concentration que peut en donner l'officier bombardier pour tenter de repérer son objectif. Tous ces efforts n'étaient donc pas forcément gage de réussite pour le but à atteindre et dès lors, les erreurs et les dégâts collatéraux étaient malheureusement inévitables. Les sirènes d'alerte anti-bombardement ne vont retentir qu'à 12h56, heure à laquelle les premières bombes lâchées par le 465e Bomber Group explosent en fait sur la ville. Cette défaillance des alarmes va être la cause de très lourdes pertes de civils et de destruction causées à la ville. Les gens s'habituaient tout doucement, au fil des mois, à voir passer au-dessus de leur tête, à très haute altitude, ces formations de bombardiers qui traversaient sans hostilité de leur part le ciel de leur ville. Aujourd'hui donc, la population n'a pas pris la mesure du danger et elle n'a pas rejoint pour cette occasion les abris anti-bombardement prévus à cet effet. Les destructions lors de cette première passe de bombardement sont purement terribles, surtout dans les quartiers résidentiels du pourtour de la gare et principalement dans la faïencerie La Bru, dont les ouvriers étaient encore à leur poste de travail lorsque les bombes éclatèrent, ce qui libéra dans l'atmosphère des vapeurs de produits chimiques des usines du secteur et cela compliquera passablement l'intervention des secours. Mais les Givordins n'en ont pas encore terminé avec ce bombardement. Il est actuellement 13h01 lorsqu'un nouveau tapis de bombes s'abat sur cette ville déjà meurtrie. Ce sont désormais des bombes du 464e Bomber Group qui viennent à leur tour de se déverser, cette fois avec un petit peu plus de précision sur la gare de triage et le nœud ferroviaire de Givors. L'objectif, qui était le réseau ferré pour cette mission, est donc atteint dans de bonnes proportions concernant son niveau de dégâts infligés aux infrastructures. Les Libérators laisseront derrière eux la mort et la désolation. Il faut se rappeler que Givors n'est pas en soi un objectif militaire, mais bien davantage un site d'ordre civil, et c'est pour cela que l'on y dénombrera après ces 2 raids meurtriers autant de victimes. Cette liste comptabilisera de nombreuses destructions, avec près de 38 morts, 99 blessés en tout genre, 55 immeubles détruits, 29 locomotives complètement hors service, 60 wagons atteints, 42 cratères de bombes sur l'objectif principal de la gare et de ses environs et 35 autres cratères dans des zones périphériques et pavillonnaires où il résidait de nombreux civils. Une petite anecdote, le moulin Moiroux de Givors, qui abrite actuellement les archives municipales et son musée de la Résistance, fut également touché lors de ces raids. Les bombardiers ont ici accompli leur triste mission et ils peuvent désormais entamer leur chemin de retour en direction de l'Italie. Ils vont emprunter pour cela la vallée du Rhône afin de redescendre dans le nord de Marseille pour ensuite longer le littoral varois et arriver ainsi sur le massif de l'Estérel, point à partir duquel ils n'auront plus qu'à bifurquer au-dessus de la Méditerranée pour atteindre la Corse et enfin rentrer à leur base. Malheureusement pour eux, c'est ici que cette mission va sérieusement se compliquer pour les appareils du 464e Bomber Group qui, rappelons-le, ferment la marche de cette mission. Au cours de leur descente le long de la vallée du Rhône, ils ont été repérés par les très nombreuses stations radars disposées tout au long de cet axe et elles sont séparées les unes des autres d'environ 60 km, ce qui leur permet de parfaitement quadriller la zone et bien entendu de repérer toute formation de bombardiers de passage dans leur secteur. D'ailleurs, il y a de très fortes probabilités que ce soit la très performante station radar Falter qui se trouvait non loin de l'objectif de Givors. Elle était en fait sur la commune de Chazelles-sur-Lyon et c'est sûrement celle-ci qui a signalé et repéré l'arrivée des bombardiers sur Givors et leur trajet supposé de retour. Comme toutes les stations de la Luftwaffe, elles portent en fait le nom d'insectes ou d'oiseaux en reprenant l'initiale de la grande ville la plus proche qui était ici la ville de Föhr, d'où le nom de code en allemand Falter
qui veut dire papillon. Malgré la très forte intensité aérienne ce jour, elle va anticiper le trajet de retour de notre escadre de bombardiers et ainsi prévenir la chasse allemande du secteur concerné qui se trouvait déjà en alerte maximale depuis midi. Ainsi, arrivé dans le nord de Marseille, ce sera au Jagd Group Sud, soit le groupe de chasse de la région sud, basé à Istres, d'intercepter les bombardiers. Et ce jour, au décollage, ce sera pas moins que 20 appareils qui vont s'élancer à la chasse des B-24. Cette formation sera composée de Messerschmitt Bf-109 et surtout de redoutés Focke-Wulf 190. Il est 13h40 quand les mitrailleurs repèrent dans le ciel les premiers appareils ennemis qui foncent sur eux en passant immédiatement à l'attaque. Ainsi, tous les mitrailleurs du box du 464e Bomber Group vont répliquer à leur tour dans un déluge de feu visible grâce à leurs balles traçantes. Dans ce combat aérien qui s'opère, plusieurs appareils vont être durement touchés par les obus 20 mm de la chasse allemande et les B-24 encaissent le coup sans trop de difficultés. Malheureusement, la situation déjà fort compliquée va encore se durcir un peu plus, car arrivé dans le secteur d'Aguet, proche du littoral, la FLAC qui était ici bien présente sur de nombreux points de défense va entrer également en action en complément de la chasse allemande. Et maintenant, par contre, les B-24 vont véritablement être en grand danger, car ils ne pourront plus encaisser le moindre coup au but supplémentaire. C'est donc un drame qui est en train de se jouer dans le ciel. Et 3 libérateurs de ce groupe ne rentreront pas en Italie. C'est ce que nous vous proposons de découvrir ensemble, directement sur les lieux où se sont déroulés les faits historiques et découvrir également avec nous le destin tragique de ces hommes d'équipage. Nous voici arrivés sur la commune de La Napoule, plus précisément sur le site de son ancienne forteresse médiévale, pour venir y découvrir l'histoire du crash et la disparition en mer du B-24 42 52 463, baptisé Angel in the Sky. Ce magnifique château de 1387, construit les pieds dans l'eau et restauré par un couple d'artistes américains en 1917, fut le témoin d'une histoire très mouvementée et notamment celle de l'occupation allemande qui le transformèrent en un poste de commandement du 9e régiment de grenadiers du 239e bataillon. Bon, eh bien nous voici avec Philippe pour commencer ce périple sur les histoires des crashs du 25 mai 44. On commence par le premier d'entre eux, le premier appareil à être tombé le 25 mai. Et malheureusement, Philippe, tu vas mieux nous raconter, mais c'est un appareil qu'on n'aura jamais retrouvé. Il est perdu en mer et on se dirige vers une stèle qui a été réalisée en quelle année alors? Dis-nous. En 1997. C'est une stèle qui a été réalisée par l'association Aéroredic, tu es le président? Absolument, qui a été en relation directe avec la municipalité de Mandelieu-la-Napoule. La stèle a été érigée à la mémoire de 11 hommes d'équipage de ce B-24, abattus donc en même temps que 2 autres appareils, un tombé dans l'Estérel et un à la Croix des Gardes à Cannes. Et nous sommes ici dans le magnifique golfe de la Napoule. Tout à l'heure, on aura une vue en hauteur qui nous permettra de mieux situer le contexte et de voir l'immensité de la Méditerranée à cet endroit où a disparu, où s'est engouffré en mer équipage dont on n'a jamais retrouvé un seul des 11 hommes. Donc voilà, dans ce périple, eh bien... Angel in the Sky, piloté par le second lieutenant Donald S. Garnis, appartenait au 779e Bomber Squadron du 464e Bomber Group. Ce B-24 de type H, tout comme les 2 autres que nous allons découvrir prochainement dans ce reportage, avait une spécificité en plus ce jour-là, car son équipage comptait 11 hommes et non pas 10 comme le prévoit un équipage habituel de B-24. Cela s'explique du fait que le chef de ce squadron, le capitaine Robert Lee Chaser,
avait pris place à bord pour commander et synchroniser le 779e, ce qui faisait donc de ce B-24 le leader de son groupe. Les rares éléments et témoignages retrouvés après-guerre de cette histoire nous expliquent qu'entre les dégâts subis par la flak, mais surtout principalement par les terribles dégâts causés par la chasse allemande lancée à sa poursuite, Angel in the Sky fut observé par les autres B-24 du groupe pivoter ses ailes de gauche à droite. C'était le signe convenu durant le silence radio lors des combats pour indiquer qu'il rompait la formation à cause des avaries à bord. Même si la chasse allemande a battu en retraite depuis que le groupe s'est aventuré un petit peu trop au large de la Méditerranée, les minutes de notre appareil sont désormais comptées. Il perd de plus en plus d'altitude, se fait de plus en plus distancé par les autres B-24 du groupe, car il est dans l'incapacité de pouvoir les suivre. Angel in the Sky agonise par 15 à 20 000 au large du Cap d'Antibes et des îles de Lérins. Sa position présumée serait environ 32 km dans un cap sud-sud-est entre le Cap d'Antibes et le Cap Corse. Les derniers témoignages seront ceux des mitrailleurs de queue du groupe filant vers l'Italie. Ils décrivent à ce moment le voir percuter l'élément liquide juste après avoir également observé 9 parachutes s'ouvrir et descendre doucement au milieu de nulle part, perdus dans l'immensité de la Méditerranée. Il est 13h35. Ces détails sont consultables dans le rapport de perte américain Missing Air Crew Report 5054. Les corps n'ont jamais été retrouvés, l'avion n'a jamais été retrouvé. Voilà encore un grand mystère à élucider pour nos générations futures, parce que avec toute l'expertise qui est la tienne, cet avion a de très grandes chances d'être à très grande profondeur, tu m'as dit. Honnêtement, oui, je pense que l'avion, contrairement à ce que disent certains rapports américains, qui situent, c'est incroyable, ils situent l'appareil alors que ça fait 10 minutes qu'ils ont dépassé les côtes, à la vitesse de 250 km/h quand même, donc ils sont assez loin déjà des côtes. Il y a encore la chasse allemande qui les poursuit et qui les abandonne. Et certains témoins disent l'appareil du sous-lieutenant Garnis, c'était son nom, le pilote de cet avion, c'était le Angels in the Sky. Pas in the sky, in the sky. C'est argotique, c'est américain, ça veut dire la même chose, c'est une façon de dire les choses. Donc les anges dans le ciel, et effectivement, les 11 hommes se sont retrouvés comme 11 anges, puisqu'ils ont disparu tous les 11 en mer, on n'a jamais retrouvé leur corps, et encore moins l'avion. L'avion, de mon avis, doit reposer sur des fonds minimum de 1000 mètres, 1500 mètres, je pense. Je ne le sais pas, mais d'après certains rapports, certains d'autres témoignages, sans doute ça. Voilà, ce qui nous reste, eh bien écoutez, pour les générations futures, comme je vous l'ai dit, encore de belles aventures et de belles pages d'histoire à écrire. Donc, direction ce petit mémorial, cette stèle créée par l'association aérorelique et le président ici présent. C'est parti. Aïe aïe aïe, les deux. Il faut tout refaire. Bon, voilà, avec Philippe, ça fait 10 minutes qu'on cherche inlassablement et c'est une grande frustration que de constater que la stèle que tu as érigée, eh bien, elle s'est volatilisée. Alors, La stèle était ici. je vous montre, il y a actuellement des travaux. Les gros travaux. Voilà, elle était là. Ils sont en train de refaire un petit peu la promenade, donc on a espoir de penser qu'elle a été déplacée ou mise en sécurité le temps que les travaux soient terminés, mais manifestement Elle n'y est plus. elle n'y est plus, donc voilà, il n'y a plus de stèle. Tant pis. On essaiera de se renseigner quand même, de savoir. Bon, en tout cas, voilà, c'est ici qu'une stèle jadis reposée, donc je vous mets les photos
dans la vidéo, histoire de voir qu'on raconte pas de bêtises. Et c'était ici qu'on comptait se recueillir justement sur cet équipage de cet appareil disparu en mer. Tant pis, allez, on part sur le deuxième site de crash. Tu nous emmènes où cette fois-ci? Alors nous dirigeons, On change d'appareil. Hein. nous dirigeons sur le deuxième B24 abattu ce jour-là, qui faisait partie de la même formation du 464e Bomber Group. Cet avion s'est abattu au nord du petit village côtier d'Aguet, dans l'est varois, donc, Boulouris, le Cap Dramont, Aguet, et nous allons nous y rendre maintenant. Allez, c'est parti. Voilà, nous nous trouvons devant l'immensité de la Méditerranée. La Corse est à peu près dans cette direction. Nous venons de partir donc de l'endroit où le monument a été levé à la mémoire de l'équipage du B24 Angel in the Sky, avec le sous-lieutenant Garnis comme pilote, qui a donc disparu dans les flots très Dans cet axe-là, direction l'Italie, c'est ça? On peut dire que la Corse est à peu près dans cet axe-là, oui, tout à fait, dans cet axe-là. Et l'avion a plongé au fond. Et en même temps, là, c'est d'aller dans un sens, dans le sens de sud-est. Et là, donc, on se dirige sur le deuxième, celui qui s'est craché sur Aguet, qui s'appelait Lucky Lady. Et malheureusement, c'est une lady qui n'a pas eu de chance, puisque Lucky veut dire chanceux. Ouais. La dame chanceuse, malheureusement. Là, pour la chance, elle repassera. Ok, donc on a profité de ce beau point de vue. Nous empruntons la on est sur les contreforts de l'Estérel, c'est ça que tu m'as dit? Route de Traias, qui longe le on littoral commence à en entamer direction les contreforts de l'Estérel, donc on a profité de cette belle vue. Le but étant de s'aventurer dans la colline, direction le col de Bellebarbe. Eh bien, de ce premier crash, parce que voilà, cet appareil a disparu, ainsi que sa stèle. Allez, on part de suite sur le crash d'Aguet. Nous empruntons actuellement la départementale 559, route de Traias, qui longe le littoral en direction du petit village d'Aguet. Le but étant de s'aventurer ensuite dans la colline, direction le col de Bellebarbe. En chemin, nous allons rencontrer d'étranges constructions défensives. Il s'agit de la plus terrible position anti-aérienne de ce secteur, c'est la fameuse batterie du Cap Roux. C'est d'ailleurs celle-ci qui est à l'origine de la destruction de nos deux prochains libérateurs. Mais avant cela, nous allons visiter et tenter de comprendre ce qui la rendait si dangereuse. Alors Philippe, en fait, on est sur le trajet pour aller voir le crash du B24 Lucky Lady sur Aguet, mais entre-temps, on a fait une halte ici. Pour quelle raison? Alors nous sommes ici à ce que l'on appelle la pointe du Cap Roux. C'est la vraie frontière entre le département du 06 et du 83. C'est vraiment la vraie frontière. Nous sommes donc dans le Var, là maintenant. Là, nous sommes là. Nous sommes là où se trouvaient, durant la Seconde Guerre mondiale, les importantes batteries de 88 mm flak, ainsi que les canons, les affûts 4 x 20 mm, avec leurs réserves. Alors, on va arriver sur les constructions en béton, bétonnées. Alors, beaucoup ont été aujourd'hui recouvertes pour éviter des accidents. Et ces batteries étaient très dangereuses et très précises, d'abord parce qu'elles étaient en avant tout. Nous sommes donc à la pointe du Cap Roux. Voilà. Et à la pointe du Cap Roux, on peut le voir, on a axé sur l'arrivée des avions qui venaient principalement d'Italie et de Corse. Là, on s'en rend bien compte. Voilà. Ici. Donc en fait, ici, on va trouver ni plus ni moins que des encuvements, je suppose. C'est ça. Et des points d'affût. Absolument. Des points d'affût. On peut aller sur celui de Allez, droite, on va commencer par celui-ci. Tu vois ? Voilà, l'historique militaire du site. Regardez, la DCA contre les avions. Eh oui. Quand on vous parle qu'ici c'était un emplacement de flak et que c'est cette flak qui a abattu ces avions, en plus des Messerschmitt, hein, en tout cas, ces batteries ont participé pour beaucoup à la destruction de nos appareils.
Donc on va découvrir un petit peu ce site avec différents affûts. Je pense déjà constater ici qu'il y a des niches à munitions. On est sûrement, regardez, sur la dalle de béton. Vous devez... De 20 mm peut-être. Donc voilà. Antéor. Donc nous avons Antéor sur la droite, la ville d'Antéor qui a été bombardée par rapport à son viaduc. On va passer d'ailleurs devant le viaduc d'Antéor tout à l'heure. L'île aux Vieilles, la roche Barthélemy, le Caprou, enfin les roches rouges, donc le Caprou. Et tout de l'autre côté, vers le nord-ouest, nous avons les îles de Lérins, bien entendu, et la baie de Cannes, le golfe de la Napoule. Voilà, un très bel endroit. Alors, pour les vestiges historiques qu'il représente, mais surtout pour le paysage qu'il offre, parce que ça avait beau être un endroit militaire, eh bien, ils ont bien choisi l'endroit pour mettre leur cantonnement. Là on a la batterie, une des batteries 88 flaques, qui est quand même un gros calibre. On revoit bien qu'il est entièrement bouché celui-là. Et là il y a une vue bien entendu sur plus de 180 degrés de gauche à droite, direct sur la mer. On voit bien. Là, de nouveau encore, tu vois le cheminement. Ouais, ce que tu dis là. Il reste de jolis baraquements, des blocos. Tout à fait, c'est ça. Bien caché. Encore un poste de tir. Le même que là-bas. Toujours avec les niches à munitions. L'affût où est placée la DCA. Oui, ça a été rempli. Bien sûr, c'était creux. C'est là que l'acier, le support de l'affût était. Ça regarde même du bois de l'époque, tu vois. On voit bien. Très belle batterie anti-aérienne. Et là, on est vraiment sur 180 degrés. Hein. On voit bien. Ouais. Avec les îles de Lérins en face. Et là, dans le sud, surtout sud-est, la Corse, direct, et l'Italie. Donc là, on va regarder un petit peu si on trouve des photos d'archives. Mais en tout cas, il y a un 88 qui devait être sûrement sur cette esplanade. Un sur celle-ci, parce qu'ils ont la même configuration, la même forme. Après, il est très difficile de retrouver exactement, parce que ça a été comblé. Regardez le sol. Hein, ça a été entièrement bétonné, mais c'est toujours pareil. C'est un encuvement avec des niches pour les munitions, habituellement. Voilà, il y a également des restes de fortification de l'autre côté de la route. On va s'y rendre de suite. Alors nous voici dans la broussaille. Et donc la batterie continue au-delà de la route à un très bel encuvement. Celui-ci est resté à peu près en l'état puisque le côté touristique c'était plus côté mer. Donc on voit bien l'encuvement avec ses soutes à munitions. Magnifique, ça nous permet de nous donner une vision un peu plus concrète de la chose. Voici à quoi ressemblaient les deux autres encuvements au bord de mer vus précédemment. Cette batterie du Caprou était l'une des 8 flaques du vaste système défensif anti-aérien de ce secteur, destiné principalement à protéger l'ouvrage du viaduc d'Antéor et par conséquent la ligne de chemin de fer sur l'axe Marseille-Vintimille. L'unité de la Luftwaffe, en charge de ces différentes batteries, était la 18e compagnie de la Gemischtflak-Abteilung du 481e bataillon motorisé appartenant au 5e régiment de la 242e division d'infanterie en charge du secteur compris entre les zones de Bandol et d'Antéor. Toutes ces batteries étaient reliées entre elles par des réseaux câblés et enterrés qui desservaient chaque poste de tir
afin de régler l'altitude pour l'explosion de leurs projectiles. Ces précieuses informations étaient captées par les stations radars les plus proches, comme celle du Cap Dramont, nom de code de celle-ci Steinbock, avec son Wassermann, mais aussi une deuxième à proximité immédiate, placée sur la pointe de la Baumette et également proche du viaduc d'Antéor, son nom de code Beurre. Elle était composée, quant à elle, de 2 Giant Würzburg Rise et de 2 Freya. Immédiatement, toutes ces données étaient ensuite envoyées aux batteries de flak de ce secteur grâce aux analystes radars de la compagnie du Luftlandskirchen-Regiment 51 en charge de ces stations radars. Voici donc comment, en un temps très court, la défense anti-aérienne allemande des environs se voyait ainsi informée avec précision de l'arrivée de nos Liberators et en juger par la concentration de canons de flak de calibre 88, on en a dénombré environ 18, on imagine plus facilement la violence des dégâts qu'ont dû subir les Liberators du 464e dès leur arrivée sur ce secteur. Bon voilà pour cette visite sommaire de la batterie anti-aérienne du Cap-Roux. On ne l'a pas exploré en détail parce que ça représenterait pas mal de temps. Et on se déplace désormais sur le deuxième site de crash du jour, le prochain B24 du secteur. Cette fois-ci, ça sera secteur Aguet. Allez, c'est parti. Donc là, on va passer devant un viaduc qui n'a rien à voir avec nos avions ni les bombardements de ceux-ci, mais qui a une histoire singulière puisqu'il a eu de cesse que d'être bombardé par les Alliés. Sans pour autant y faire une halte, nous ne pouvons pas passer devant le viaduc d'Antéor sans en raconter brièvement son histoire. Car si autant de concentrations de flak se localisent ici, eh bien c'est avant tout pour le défendre des bombardiers anglo-américains. Il faudra pas moins de 12 tentatives aux Alliés pour réussir à le détruire définitivement, et ces opérations commencèrent dans la nuit du 14 au 15 septembre 1943 pour finir le jour du débarquement, le 15 août. Lors de ces nombreux essais pour détruire cet ouvrage, de célèbres unités y furent déployées, telles que le 617e Squadron du Bomber Command britannique, les fameux Dumbusters, les briseurs de barrages, à bord de leur très imposant Avro Lancaster. Les Américains, avec leurs B-17 et B-24, utilisèrent également de nombreuses bombes expérimentales à fort pouvoir destructif. Mais il faudra patienter jusqu'à la date du 23 décembre 1943 et sa 9e tentative pour atteindre enfin cet ouvrage par plusieurs projectiles largués à basse altitude par des B-26 qui le mirent seulement que temporairement à l'arrêt. Et il sera assez facilement remis en état par l'occupant, ce qui nous conduit à la journée du 15 août 1944 où il sera enfin définitivement mis hors service une fois pour toutes, soit par des tirs de barrage par l'artillerie navale préparant le débarquement, soit par des charges de démolition posées lors de la retraite allemande. Le mystère est toujours entier. Voilà pour l'anecdote concernant le viaduc d'Antéor que l'on vient de passer à l'instant. Nous arrivons enfin en vue de notre deuxième site de crash. Pour cela, nous empruntons une petite route montagneuse qui nous mène tout doucement vers le col de Belle-Barbe. Et bien pour ce deuxième site de crash de bombardier, eh bien on s'en va dans la pleine nature, on s'en va dans une forêt. On est vers où là, Philippe ? Nous sommes précisément au nord du petit village balnéaire de Aguet, dans l'est varois. Au nord aussi du Rastel d'Aguet, qui fait une petite frontière, et nous montons vers ce que l'on appelle le col de Gratadis, le col de Belle-Barbe. C'est là que le deuxième B-24 Liberator, piloté par le sous-lieutenant William Trotter, est venu s'écraser en mettant le feu à la forêt. Ah oui. Ouais, là on s'en va vraiment, je vois plus d'habitation. Alors on a quitté le bord de mer, c'était assez urbain et touristique, et là on s'en va carrément dans le maquis. C'est très beau. C'est précisément cela. Nous sommes aussi au nord du Cap-Roux, nous sommes tout à l'heure, où on peut voir les montagnes là-haut. Alors nous voici arrivés au col de Belle-Barbe. Tout à fait.
Et on se dirige devant la stèle du deuxième crash de la journée du 25 mai 44. La voici.